diversifier sa mise en activité. Troisième partie, le travail de groupe. À la fin de cette vidéo, vous saurez organiser le travail en groupe, expliquer les apports pédagogiques, mettre en place de manière appropriée le travail de groupe, gérer les problèmes éventuels et proposer des activités diverses en groupe. Lors d'un travail de groupe, les élèves travaillent dans des groupes de 3 à 5 sur une tâche de façon responsable et collaborative. L'objectif est de développer les compétences sociales, mais aussi d'intensifier l'apprentissage disciplinaire. Les résultats des travaux sont élaborés pour être présentés à la classe. C'est l'enseignant qui planifie le travail de groupe, mais il laisse aux élèves leur propre espace d'application. L'enseignant se met en retrait, observe, conseille, évalue la qualité du travail. Il existe de nombreuses formes d'organisation de travail de groupe. Le travail de groupe doit être intégré dans le déroulement du cours. Il est nécessaire de passer par une phase préalable d'explication. Explication des conditions, explication de la méthode. Pour certaines tâches difficiles, il est nécessaire de montrer une fois, de décomposer avant de confier la tâche au groupe. Il est également nécessaire que l'objectif soit transparent dès la première phase de préparation. Les élèves doivent être informés au début de la séquence de travail de groupe de l'objectif et des attentes. Le développement des compétences est très lié au fait que les élèves sachent quelles sont les compétences qu'on leur demande d'acquérir. En annonçant par exemple aux élèves que vous accorderez de l'importance au fait que chaque membre du groupe s'investisse et élabore une contribution personnelle, la probabilité que cette exigence soit remplie augmente énormément. Pas d'explications trop longues, elles peuvent être démotivantes. Il faut accorder une attention toute particulière à la formulation des tâches et aux consignes. Une erreur courante est de formuler trop de consignes. Trop de consignes restreint la liberté du groupe. En général, 3 consignes suffisent. L'une expliquant ce qu'il faut faire, l'autre comment s'y prendre, et la dernière, ce qui est attendu des élèves une fois le travail effectué. Pour cela, on peut céder des formulations et des expressions présentes dans le descriptif des compétences ou dans les programmes, comme par exemple noter, rassembler, comparer, organiser, expliquer, discuter, décrire, etc. Le travail de groupe commence toujours par un travail individuel. Cela se prête par exemple à la lecture de textes sur lesquels le groupe devra discuter. Le travail individuel en amont est un principe fondamental de l'apprentissage collaboratif. Cela permet des échanges intenses dans le groupe, car chaque élève peut apporter le résultat d'un travail et d'une réflexion individuelle. Une fois cette phase effectuée, le travail de groupe commence alors par un compte-rendu des participants, écoute mutuelle, coopération et intégration de tous s'opère spontanément. Le travail de groupe ne fonctionne pas bien si le temps imparti est trop court. Les groupes ont besoin d'un temps pour organiser leur travail, interagir et préparer leur présentation. Le temps diminue avec une pratique routinière, mais il est indispensable quand on a formé des groupes par hasard. On obtient un temps minimum raisonnable en multipliant le temps par le nombre de participants. Les groupes de 3 devraient avoir au moins 9 minutes à disposition. Les groupes de 4, 14 minutes. Et les groupes de 5, 25 minutes. Dans ces conditions, il est un peu difficile de composer les groupes, de les faire travailler et de les faire présenter le tout en une seule heure. Il est toujours difficile de mettre fin au travail de groupe pour passer aux présentations. Il est utile d'indiquer au groupe, avant la fin de la phase de travail, combien de temps il lui reste. On peut imaginer un carillon ou l'outil comme Classroom Screen. Lors de la présentation à l'ensemble de la classe, les membres du groupe doivent tous être assis de façon à regarder devant eux. Sous certaines circonstances, les groupes devront mettre de côté leurs documents afin qu'ils ne continuent pas à travailler pendant que les autres présentent. Pour le choix des présentations, il convient d'adopter le principe du hasard. Tous ne pourront pas présenter, mais tous doivent s'attendre à être sollicités pour une présentation. Les groupes de travail bien organisés et collaboratifs constituent une méthode de travail appréciée par de nombreux élèves. Ils peuvent s'entraider, lier et consolider des contacts et ne se sentent pas mis sous pression par l'enseignant. Les élèves programment, apprennent selon leur propre organisation. Ils peuvent, au sein des groupes, se charger de tâches correspondant à leurs talents et leurs intérêts. Dans le groupe, les élèves développent un sens aigu de la confiance en soi. Étant liés par un objectif commun, ils ont davantage d'audace et ont moins peur des erreurs. Les groupes transmettent aux enfants et aux adolescents l'idée que l'on peut surmonter ensemble des tâches
et des problèmes qui vous dépassent quand vous êtes seul. Du point de vue de l'enseignant, le travail de groupe a une signification particulière car il promeut le principe d'apprendre en faisant. Les nouvelles connaissances acquises de façon théorique sont ici mises en pratique. Un bon travail de groupe encourage le développement de compétences à plusieurs niveaux. Les compétences spécifiques, de jugement, méthodologiques et sociales peuvent être mises en œuvre dans le même processus de travail, avec à chaque fois des changements de perspective. Dans un groupe, l'hétérogénéité des élèves au sein d'un groupe s'avère être un avantage. Les élèves les plus doués peuvent devenir des coachs d'équipe, les plus faibles obtiennent de l'aide d'élèves du même âge d'une façon que l'enseignant ne pourra jamais apporter. Le travail de groupe offre de nombreuses possibilités de travail différenciées, homogénéité ou hétérogénéité, intérêt ou choix par hasard, exigences similaires ou différentes selon le degré de difficulté, guidage similaire ou différent, en travail partagé ou en travail commun, filles et garçons, ensemble ou séparés. Pour ma part, j'encourage toujours la mixité. Au sujet des compétences sociales, on dispose de compétences sociales quand on écoute et prend les autres en considération, quand on prend des initiatives, quand on sait aussi bien se mettre en avant que se mettre en retrait, on construit et entretient des relations, on distribue et coordonne le travail, on traite les problèmes de façon à y apporter une solution, on n'abandonne pas à la moindre difficulté, on est prêt à prendre la responsabilité des autres, on peut traiter plusieurs opinions, enfin on intègre des notions de devoir comme la ponctualité et la fiabilité. La formation de groupe en classe s'initie sur plusieurs semaines. Les différentes étapes doivent alors faire l'objet d'une discussion visant à corriger les erreurs. On peut prendre par exemple, premièrement, nous installons les tables, doucement, rapidement, en prenant en compte les autres. Puis nous nous préparons au travail de groupe. Nous disposons notre matériel de travail, nous écoutons attentivement ce que nous devons faire, nous lisons les documents. Puis nous organisons notre travail, nous nous asseyons autour d'une table, nous nous mettons tout de suite au travail, nous vérifions que nous comprenons les consignes, nous nous répartissons le travail, nous établissons un temps de travail. 4. Nous nous mettons d'accord sur des règles. Chacun prend une tâche, personne n'est exclu, chacun prend en note ses résultats, chacun écoute l'autre, personne ne coupe la parole aux autres. 5. Nous travaillons ensemble sur notre sujet, nous travaillons sur les documents, nous nous mettons d'accord sur les informations que nous voulons garder, nous organisons nos résultats, nous notons ce que les groupes devraient savoir sur notre sujet. Enfin 6. Nous préparons la présentation, nous décidons de la façon dont nous voulons présenter, nous nous répartissons le travail de présentation, nous élaborons des documents visuels, nous définissons le déroulement de notre présentation. Ce schéma peut donner lieu à une affiche ou à un set de tables, présent dans tous les groupes pour rappeler la procédure. Le travail de groupe est souvent l'objet de mauvaises expériences. 6 erreurs sont assez fréquentes. Premièrement, les objectifs sont non compris par les élèves. Deuxièmement, les consignes ne paraissent pas claires. Troisièmement, ils travaillent sans motivation. 4. Ils ne font aucun effort. 5. Ils font passer le temps. 6. Ils ne présentent pas de travail final. Pour éviter ces erreurs, il faut systématiquement communiquer les objectifs du travail de groupe. Expliquer clairement ce qu'il faut faire. Susciter l'intérêt par des tâches intéressantes et des documents adaptés aux élèves. Stimuler les efforts. Donner des contraintes de temps. Et attendre une présentation correcte. Une autre question est cruciale. Groupe formé au hasard ou groupe stable? L'argument essentiel est que les compétences de travail d'équipe se distinguent par le fait d'apprendre à travailler objectivement, de façon constructive et productive, avec le maximum de personnes, sans tenir compte des liens amicaux. De la même manière, le principe du hasard peut parfois poser de gros problèmes, si bien qu'il puisse également y avoir des raisons de recourir à des groupes stables. 5 avantages de groupes formés au hasard et fréquemment alternés. Tous les élèves de la classe sont habitués à travailler ensemble. Les élèves apprennent constamment à gérer de nouvelles situations d'apprentissage. Ils s'entraînent de façon particulière à se comporter correctement. Ils renforcent leurs compétences sociales en traitant de nouvelles situations. Enfin, la classe devient une vraie équipe performante. Et 5 avantages de groupe stable sur plusieurs périodes.
Les élèves commencent à travailler plus vite parce qu'ils n'ont pas à reformer de nouveaux groupes. Ils communiquent sans accroc. Ils développent plutôt une harmonie de groupe. Ils apprennent à utiliser leurs différents talents au service d'un partage du travail productif. Ils améliorent leur performance de groupe grâce à la répétition et produisent en général de meilleurs résultats. Quel que soit votre choix, les élèves devraient être habitués très tôt à la formation de groupe au hasard avec alternance fréquente. Ainsi, ils apprennent que la formation de groupe se fait normalement de cette façon. Dans des classes connaissant des relations tendues entre élèves, il est pertinent de travailler avec des groupes stables sur une période longue. Pour gagner du temps, il est souvent préférable de recourir à des groupes stables également. Pour former des groupes au hasard, on peut compter, distribuer des cartes de jeu, des images clip art, tirer au sort, faire mettre des couleurs en ordre, découper des images en puzzle et les faire reconstituer, former des groupes avec caractéristiques communes, par exemple tous ceux nés en hiver, au printemps, en été ou en automne. Si on choisit de former des groupes d'après les vœux des élèves, on peut les former par intérêt. Les élèves choisissent parmi différents sujets, par affinité, par capacité. Par exemple, 2 ou 3 élèves faibles qui ont eu une mauvaise note peuvent demander à 1 ou 2 élèves plus forts de les aider. Enfin, si les groupes sont formés par l'enseignant, on peut procéder par répartition en groupes, plus faibles et plus forts selon un diagnostic des capacités, conception de systèmes d'aide par l'enseignant, ou former des groupes hétérogènes en différenciant des caractéristiques, mélange d'élèves forts et plus faibles. On fera attention ici à la zone proximale de développement de l'enfant. En ce qui concerne l'évaluation, on peut commencer par noter les 3 P, ce qui est produit, la présentation et le processus. Pour la notation du processus, il faudra se fonder sur une notion de compétences, de développement de compétences nécessaires à ce travail de groupe. Note individuelle ou note de groupe. Alors, en ce qui concerne le processus, il est pédagogiquement contradictoire de miser fortement sur un esprit de groupe et de finir par individualiser à nouveau l'évaluation. Quel que soit le choix, veillez à ce que vous puissiez dans chaque cas justifier une note de groupe de façon individuelle. Si un groupe n'a obtenu qu'une note moyenne à sa prestation, vous devrez pouvoir expliquer à chaque membre pourquoi sa contribution n'a pas été suffisante. En respectant ce procédé, vous conservez la possibilité de noter individuellement si un élève a soit très bien, soit très mal travaillé. Il est également possible de travailler avec un système de points. On peut par exemple attribuer au maximum 20 points à chaque élève du groupe. Si un groupe de 4 obtient en tout 68 des 80 points possibles, cela correspondra à la note globale, 17 sur 20 pour chacun. Le groupe peut également se partager les points en appréciant le travail de chacun. Un des élèves obtient par exemple les 20 points, 2 obtiennent 17 et un autre 14. Ce procédé a l'avantage d'augmenter l'estime de soi des élèves, de permettre au groupe de mettre en valeur des travaux excellents et de donner une chance aux élèves qui travaillent moins bien. Il peut également engendrer des tensions, ce qui est facilement compréhensible. Pour ma part, je limite toujours à 2 points, le maximum de 2 points à échanger pour mettre en valeur l'un ou l'autre. Il est important que la notation des travaux de groupe se fonde sur des critères clairs et connus des élèves. Voici une grille de critères qui peut être fournie aux élèves et qui permet justement de pouvoir noter un travail de groupe. Les petits groupes travaillent de façon plus concentrée avec plus de calme et d'efficacité que les grands groupes. Avec les classes non habituées au travail de groupe, commencez par former des groupes de 3 ou de 4 et si possible limitez-vous à cette taille de groupe. Chez les groupes de 6 ou plus, on observe que la communication se disperse en conversations fractionnées. Vérifiez que votre préparation de cours est conforme au travail de groupe. C'est le cas si elle demande de la communication et une activité commune. Les formules propres au travail de groupe sont par exemple « rassemblez vos idées »,« comparez »,« échangez vos points de vue »,« débattez »,« formulez »,« formulez une prise de position »,« décidez ensemble »,« mettez-vous d'accord sur l'essentiel », etc. Prévoyez au début de la séance en groupe un temps pour clarifier les choses. Si vous vous précipitez immédiatement vers les groupes quand ils rencontrent des difficultés, ils en prendront l'habitude et n'apprendront jamais à résoudre seuls leurs problèmes. Une des caractéristiques de la compétence du travail en équipe est que les groupes rendent un travail en un temps donné.
Donnez toujours une indication de temps claire et exprimez vos attentes avec clarté. Les discussions de groupe peuvent s'éterniser si ce cadre n'est pas défini. Il est important de souligner que les compétences du travail en équipe ne se développent que si on a souvent recours au travail de groupe. Apprendre en groupe doit autant faire partie des principes de cours que le cours frontal. Préparez les conditions qui permettront l'intégration de tous les participants du groupe. Cela peut se faire si vous demandez que chacun leur tour ils fassent un premier compte-rendu de leur travail. Vous pouvez également attribuer une tâche particulière à chaque participant, gardien des règles, gardien du temps, observateur de débat ou modérateur selon les rôles possibles. Il n'est pas recommandé d'attribuer les rôles de secrétaire et de présentateur. Tous doivent prendre des notes et tous doivent être en mesure de faire une présentation. À la fin du travail de groupe, on peut choisir au hasard un ou deux participants qui présenteront leur travail au reste de la classe. Pour planifier un travail en groupe, vous pouvez utiliser la checklist suivante. Retrouvez toutes les activités à réaliser en groupe dans la vidéo suivante.